raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'un fils qui tue sa mère. Elle s'appelait Anne-Marie Pignal et lui, Hugues Pignal. C'était son fils adoptif. Ça compte. L'affaire remonte à la fin des années 90 et elle se déroule sur les bords du lac du Bourget, en Savoie. Pour le débrief, je réveillerai les souvenirs de maître Yannina Castelli, qui était à l'époque avocate au barreau de Lyon et qui défendait les intérêts de la sœur de la victime. Vous écouterez son interview dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard. Réalisation, Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Brison-Saint-Innocent, sur les bords du lac du Bourget, en Savoie. Ce soir, c'est la Saint-Sylvestre. À minuit, on tournera la page de l'année 1996 et on ouvrira celle de l'année 1997. Et le décor est au rendez-vous. Il a neigé toute la nuit. C'est féerique. Ça ne va pas durer. Il est 8h du matin. Le jardinier de Madame Pignal se présente à la porte de sa patronne. Une belle maison au milieu d'un très beau jardin cerné de grands murs de pierre. Tiens, Madame Pignal n'a pas fermé sa porte à clé. C'est pas trop son genre, ça. Madame ferme toujours la porte à clé la nuit, plutôt 2 fois qu'une. Il tourne la poignée. Il entrouvre la porte. Et là, il voit sa patronne étendue sur le sol dans l'entrée. La scène est hallucinante. Le manche d'un couteau dépasse de sa poitrine. Un film d'horreur. Mais elle respire. Elle est consciente. Madame ? Madame, vous m'entendez ? J'ai froid. J'ai très froid. Surtout, vous bougez pas mal. Je vais appeler les secours. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est un accident. C'est un accident. Allô ? Allô, les pompiers ? Je suis au 7 chemin de la Cure à Brison. Une femme a été poignardée. Venez vite. Ouais, elle est âgée. Les pompiers d'Aix-les-Bains arrivent très vite. Ils la trouvent agonisante, mais toujours consciente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, elle m'a dit que c'était un accident, c'est tout. Et puis après, elle m'a dit qu'elle avait froid. Un accident ? Enfin, c'est assez rare qu'on s'enfonce un couteau tout entier dans la poitrine, par accident. Les pompiers appliquent les règles que leur ont enseignées les policiers. Avant de manipuler la dame et de la mettre sur la civière, ils placent une protection en plastique sur le manche du couteau, pour préserver les empreintes, s'il y en a. Direction l'hôpital de Chambéry. Et pendant le trajet, les pompiers lui parlent pour qu'elle reste consciente. Il ne faut pas qu'elle sombre dans le coma avant d'arriver à l'hôpital. Que vous est-il arrivé, madame ? J'ai froid. J'ai mal. Et j'ai froid. Vous pouvez me dire comment ce couteau s'est retrouvé planté dans votre poitrine, madame ? Ils étaient 2. Ils étaient 2. Les pompiers se regardent. Eux, ils en étaient restés à la version de l'accident. Bon, ils arrivent à l'hôpital. Le diagnostic des urgences est clair. Pronostic vital engagé. Si elle s'en sort, c'est un miracle. Bon, ok. On l'amène à la radio pour voir l'étendue des dégâts. Le radiologue n'en croit pas ses yeux. C'est dingue. Regarde la lame. La lame est tellement longue qu'elle a atteint la colonne vertébrale, en perforant le poumon au passage. J'ai jamais vu un truc pareil. Et c'est pas tout. Il s'agit d'un couteau pour les surgeler. Un couteau à dents, à serrer, et en général très aiguisé. Retirer un couteau comme ça, c'est très 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 délicat. Elle n'y survivra pas. Anne-Marie Pignal décède au bloc. Elle avait 76 ans. Elle était veuve. Et surtout, elle était riche.
Feu son mari, Félix Pignal, était PDG d'Hitachi France. Elle laisse un patrimoine de plusieurs dizaines de millions de francs. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Chambéry qui est à la manœuvre. Bon, cette dame, elle a dit deux choses qui sont contradictoires. On est d'accord. Dans un premier temps, elle a dit à son jardinier que c'était un accident. Et puis dans un deuxième temps, elle a dit aux pompiers, ils étaient deux. Donc ça serait pas un accident. Ça paraît clair que c'est pas un accident. Enfin, un couteau à décongélation enfoncé jusqu'à la garde au point de toucher la colonne. Il y a quand même peu de chances que ce soit un accident. Hein. Ah bah oui. Et donc c'est un meurtre. Les gendarmes filent directement chemin de la cure à la villa. Aucune trace d'effraction. À l'intérieur, tout est en ordre. Sur la table de nuit de la dame, il y a 6 500 francs en espèces, posés comme ça. Un cambrioleur les aurait emportés. Dehors, ce qui est intéressant, c'est la neige. Si quelqu'un est passé par le jardin, il va y avoir des traces. Or, il n'y en a pas. Sauf, bien sûr, dans l'allée centrale, puisqu'il y a eu le jardinier, puis les pompiers, et maintenant les gendarmes. L'allée qui mène à la villa est donc inexploitable. Pour l'instant, rien n'a tiré de la maison. Le couteau, maintenant. Vous vous souvenez que les pompiers ont pris toutes les précautions pour protéger d'éventuelles empreintes sur le manche. Les pompiers. Parce que les médecins, c'est une autre histoire. Quand il s'est agi d'enlever le couteau, les empreintes, ça n'était pas leur premier souci. Et même pas leur souci du tout. Ils ont aspergé le couteau de désinfectant. Il n'y a plus rien à en tirer. La pièce à conviction numéro 1 est inexploitable. Assez logiquement, on commence par interroger le jardinier, puisque c'est lui qui a découvert le corps. Le jardinier qui n'est d'ailleurs pas seulement jardinier, je dirais plutôt homme à tout faire. Tout le monde dit qu'elle l'aimait beaucoup, qu'il s'entendait très bien, et qu'il est très dévoué. Mais imaginons que c'est lui qui a tué sa patronne. Quel serait son mobile? On voit pas bien. On n'a rien volé à Madame Pignal. Et lui, maintenant, il se retrouve au chaume nu. Et puis, il a l'air vraiment sincèrement peiné. La piste du jardinier est vite abandonnée. Mais au cours de son interrogatoire, il dit quelque chose de bougrement intéressant. C'est au sujet du couteau. Je le connais, moi, ce couteau. Il était dans la cuisine de madame. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il était là. Ce que confirme une amie d'Anne-Marie Pignal. À ce sujet, elle raconte une drôle d'histoire. Un jour où elles prenaient le thé toutes les deux. Je lui ai demandé si elle n'avait pas la frousse de rester toute seule dans cette grande villa. Et là, elle est allée à son vaisselier. Et elle a sorti le couteau du tiroir. Et elle m'a dit, s'il le faut, j'ai ça. Je peux me défendre. Et moi, je suis certaine qu'il s'agit du couteau avec lequel on l'a tué. C'était donc son couteau. Et elle avait l'intention de s'en servir. Le tueur l'aurait donc possiblement retourné contre elle. Les résultats de l'autopsie viennent de tomber. Elle n'a reçu qu'un seul coup de couteau, le coup mortel. La lame emprunte une trajectoire qui va, comme vous le voyez ici, du haut vers le bas. Ce qui peut vouloir dire que l'agresseur était plus grand que la victime. Et les légistes écartent absolument la possibilité d'un accident.
Enfin, même en tombant, on ne peut pas s'enfoncer un couteau de cette façon. Le juge leur a aussi demandé si, à leur avis, compte tenu de son état, elle avait toute sa tête quand elle a dit aux pompiers dans l'ambulance « Ils étaient deux ». Leur réponse est mitigée. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il y avait la douleur, elle était choquée. Mais en fait, ils ne le savent pas. À part ça, quel pourrait être le mobile de ce meurtre? Vous avez 5 secondes. Je vous aide. C'est pas pour le sexe. Elle n'a pas été violée et elle avait 76 ans. Et donc, si c'est pas pour le cul, c'est pour... Allô? Oui, bonjour Christophe. Vous le répétez depuis des années. Vous dites quand c'est pas pour le cul, c'est pour l'argent. Bingo! Vous avez gagné. Et on a une évaluation précise de la fortune d'Anne-Marie Pignal. Son appartement à Paris, dans le 16e, plus sa villa en Savoie, où elle a été retrouvée morte, plus tout ce qu'elle possède au Maroc, plus les liquidités et plus les placements. Cela fait 70 millions de francs. En euros constants, ça fait un peu plus de 15 millions. C'est beaucoup. Et qui hérite? Eh ben, c'est 2 enfants, Hugues et Hélène. 2 enfants qu'elle a adoptés en 1961. Tous les 2 habitent dans la région d'Aix-les-Bains. C'est pas loin. Sauf que l'argent, d'après la fille, il n'en manquait pas. Eh bien, maman avait ouvert un compte qu'on appelle un Divi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un compte sur lequel elle avait mis 12 millions de francs et sur lequel, sous réserve de la prévenir, bien sûr, nous, ses enfants, eh bien, on pouvait prendre ce qu'on voulait, quoi. Donc, de fait, ni moi, ni mon frère n'avions vraiment besoin d'argent. Il tapait dedans autant qu'il le voulait. Il n'avait donc aucune raison de tuer pour hériter. Même si, et ça les gendarmes s'en aperçoivent vite, Hugues, le fils, est un flambeur, doublé d'un frimeur. Il dépense beaucoup d'argent. Et donc on ne peut pas complètement refermer la porte de l'héritier assassin. On de la raconte la suite de votre récit. Bon, je me suis renseigné. Le fils est gérant d'un squash à Aix-les-Bains. Il a 3 enfants, 2 divorces et une nouvelle compagne. Et il semble qu'il ait des problèmes d'argent assez sérieux. Son squash est un gouffre. Il bouffe de l'argent tous les mois. Mais ça ne l'a jamais empêché de flamber. Et sa mère était au courant de ça. Parce que c'est elle qui payait les pensions alimentaires de ses petits-enfants. Parce que lui, c'était le cadet de ses soucis. On dit dans la famille que le père décédé, Félix Pignal, disait de son fils « Oh bah, après moi, il bouffera tout. » Et il avait vu juste. Quand il est mort en 1992, les 2 gosses ont touché chacun 6 millions de francs. 1,5 million d'euros d'aujourd'hui. Hugues a tout boulotté en moins de 2. Tout. Et après, il a gratté 4 millions de plus à sa mère. Ça le place au centre du jeu. Ouais, au centre du jeu. Alors les gendarmes se mettent à gratter. Et ils s'aperçoivent que c'était tendu entre la mère et le fils. Sa manière de vivre sans compter ne plaisait pas à maman, c'est évident. Et le fils a 40 ans, que la mère lui fasse la leçon, ça ne lui plaisait pas non plus. Oh bah moi je sais qu'ils ont eu plusieurs repas de famille qui ont viré au pugilat. Et il y a plus convaincant que ça. La veille du meurtre de sa mère, Hugues a reçu un avis d'huissier le sommant de payer 100 000 francs, correspondant aux loyers impayés de son squat. Donc il avait un besoin urgent de flouze. Et il faut ajouter à ça que quand on lui a annoncé la mort de sa maman, il a manifesté l'indifférence la plus complète. Et le soir de la découverte du corps, c'était le réveillon.
Il est allé picoler et danser toute la nuit jusqu'à 4 heures du mat. Et puis une dernière pour la route. Dans l'agenda de Madame Pignal, à la date du 31 décembre, entre 7h30 et 8h30, il est écrit Hugues / garage. Le jour où elle a été tuée, elle avait donc rendez-vous avec lui entre 7h30 et 8h30 pour une question de garage. Le 9 janvier 1997, 10 jours après la mort de sa mère, Hugues Pignal est placé en garde à vue. Première question, toute simple. Monsieur Pignal, que faisiez-vous le 31 décembre entre 7h et 8h du matin? Ben écoutez, je me suis levé tôt, vers 6h30. Après j'ai pris ma voiture et je suis allé acheter des croissants. Et puis le journal. Et après, je suis allé me recoucher. Seul? Non, auprès de Viviane, ma compagne. Donc, il était en vadrouille au moment où sa mère a été assassinée. Les gendarmes lui demandent où il a acheté ses croissants et son journal. C'est à l'autre bout de la ville. Bizarre. Mais c'est parce que j'avais un rendez-vous avec une amie. Elle a un vidéoclub qui est juste dans le coin là-bas. C'est pour ça. Conséquence. Eh bien, pour l'instant, les gendarmes n'ont pas assez de preuves pour l'impliquer. Inutile de gâcher du temps de garde à vue, ils le relâchent. Mais au passage, les gendarmes découvrent que c'est une bite à roulettes. Il a des maîtresses à tous les coins de rue, sachant qu'il vit aussi avec Viviane, à qui il a fait des promesses de mariage. Et d'ailleurs, dans la seconde où il touche l'héritage de sa mère, il lui achète une parfumerie. Et lui se prend une nouvelle maison à Aix-les-Bains. Ah, il en profite bien de son héritage. Si on résume, c'est un coureur de jupons. C'est un père de famille absolument indifférent à ses enfants, qui ne verse pas de pension alimentaire, et qui profite de la vie sans se soucier des aspects matériels. Mais est-ce que ça en fait pour autant un assassin? Eh bien, d'après la voisine de Madame Pignal, c'est possible. Oh ben, Hugues, il faisait peur à sa mère. Un jour, on en parlait, elle m'a dit, je vais quand même pas prendre des gardes du corps, c'est elle qui m'a dit ça. Ça fait 5 mois que les gendarmes enquêtent sur Hugues Pignal. Ils ont la quasi-certitude qu'il est l'assassin de sa mère. Et là, rebondissement. Au départ, rien à voir. Une affaire de stup, dans laquelle ils arrêtent un certain Philippe. Tu vas pas le croire. Le gars là, Philippe, eh ben figure-toi que c'est l'ancien gérant du squat d'Hugues Pignal. Ça alors? Peut-être qu'il est au courant de quelque chose. Eh ben oui, figurez-vous. Et c'est du lourd. Voilà. Un jour, je suis allé au pavillon, à Aix-les-Bains. Vous connaissez, c'est un bistrot. Et là, j'ai entendu une conversation entre Hugues Pignal et un gars qui s'appelle Patrick. Il savait pas que je les entendais. Et Patrick, il reprochait à Pignal de l'avoir mis dans la galère. Il disait maintenant, faut que tu m'aides à m'en sortir. Alors j'ai attendu que Pignal s'en aille, parce que depuis le squat, Pignal et moi, on est fâchés, quoi. Et donc je suis allé voir Patrick. Et je lui ai dit, j'ai tout entendu. Et il me l'a dit, hein, qu'il était impliqué dans la mort de Madame Pignal. Ça alors, les gendarmes se mettent en planque devant le bar en question. Patrick vient d'arriver. Il rejoint Pignal à sa table. Ils se connaissent, ils se fréquentent. Et ça colle bien avec les derniers mots de Madame Pignal dans l'ambulance. Elle a dit, ils étaient deux. Deux. C'est-à-dire son fils et Patrick.
Le 3 juin 1997, les gendarmes placent Hugues Pignal et son copain Patrick en garde à vue, chacun dans un burlingue. Bien. Un certain Philippe, que vous connaissez, nous dit, monsieur, qu'il vous a entendu parler avec Hugues Pignal et que vous lui avez dit que vous étiez mêlé à la mort de la mère. Je vous écoute, monsieur. Philippe? Mais c'est pas possible. Enfin, si on l'avait vu au bistrot, Philippe, on serait allé à sa table. On le connaît tous les deux, Hugues et moi. Il dit n'importe quoi, hein. Ok. Voyons maintenant ce que dit Pignal dans le bureau d'à côté. Ah, Philippe. Celui-là, ça m'étonne pas qu'il m'accuse, hein. Il a pas digéré que j'ai repris son squat, c'est tout. Il m'en veut tellement, d'ailleurs, que ça m'étonnerait pas qu'il ait tué ma mère. Juste pour se venger. Qu'à cela ne tienne. On place aussi le Philippe en question en garde à vue. Et on le met face à Patrick. Je vous pose la question, Patrick. Avez-vous fait des révélations à Philippe, si présent, au sujet de la mort de Madame Pignal? Alors toi, Philippe, ordure, va. Non seulement je t'ai pas fait de révélations, mais si en plus j'avais eu à en faire, je les aurais certainement pas faites à un baltringue dans ton genre. Hein. C'est parole contre parole. Et zéro preuve. Les gendarmes les relâchent tous les trois. Mais ils placent Patrick sur écoute. Et ils s'aperçoivent que lui et Pignal sont queue et chemise. Depuis leur garde à vue, ils sont inséparables. Pour vous dire, Pignal paye un studio à l'une des maîtresses de l'autre. Et là, il décide de remonter l'historique du téléphone de ce Patrick jusqu'au jour du meurtre. Bon, alors voilà ce que ça donne. Donc le 31 décembre, Patrick se lève super tôt. Premier SMS à 6h45. Alors que d'habitude, d'après ce que j'ai pu voir, le type émerge jamais avant 9h ou 10h. Et à qui il l'a envoyé ce SMS? À un tatou. Là, pardon, mais je suis obligé d'appuyer sur pause. Faut être un vieux crabe comme moi pour savoir ce qu'est un tatou. Dans les années 90, un tatou c'était un beeper. On portait ça à la ceinture. Avec, on pouvait recevoir des messages, mais pas en envoyer. Bref, c'est un truc du Moyen-Âge. Et alors, on sait à qui il appartient, ce tatou? Non. Non, il a été enregistré sous un faux nom et une fausse adresse. Et merde. Attends. J'ai découvert que le même tatou avait reçu un message d'une compagnie d'assurance. Alors je suis allé les voir. Et ils m'ont balancé le nom d'un gars, figure-toi. Le type se prénomme Jean-Claude. Parenthèse, je ne vous balance pas son nom. Ni celui, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, de son copain Patrick. C'était il y a longtemps, tout ça. Ils ont le droit à l'oubli. Donc, ils étaient possiblement 3 sur le coup. Pignal, son inséparable Patrick, et ce Jean-Claude qui vient d'apparaître dans l'histoire. Et ça tient parce que il s'avère que Jean-Claude, qui était fauché comme les blés, mène grand train depuis quelques mois. Et donc maintenant, eh bien, il faut prouver que ce Jean-Claude connaît aussi Hugues Pignal. Les gendarmes vont mettre 2 ans, vous entendez, 2 ans, à démontrer par les écoutes qu'ils se connaissent tous les 3. Et du coup, 2 ans plus tard, Jean-Claude, à son tour, se retrouve en garde à vue. Bien, monsieur, qu'avez-vous fait le matin du 31 décembre 1996 ? Je m'en souviens plus. Mais j'y suis pour rien, moi, dans votre truc. Vous connaissez Hugues Pignal ? Non. C'est qui celui-là ? Vous mentez, monsieur, vous le connaissez. Regardez, j'ai là le procès-verbal d'écoute d'une conversation que vous avez avec lui au téléphone. Et là, il craque. Oui, ce jour-là, il avait rendez-vous avec Hugues Pignal. C'est Patrick qui l'avait mis sur le coup. Il s'agissait, dit-il, de déménager des meubles chez sa mère. Ce qui colle avec la notation retrouvée dans l'agenda d'Anne-Marie Pignal. Hugues, garage. Vous vous souvenez de ça ? Et après, il déroule sa version de ce qui s'est passé. Ben, on est arrivés sur place tous les 3 vers 7h, soi-disant pour déménager des meubles que la mère avait descendus de Paris pour son fils. Et Patrick et moi, on est restés dans la voiture, et Pignal, il est rentré tout seul dans la villa de sa mère. Et puis là, on a entendu des cris. Alors avec Patrick, on s'est précipité à l'intérieur, et bon, on a trouvé la dame par terre avec un couteau dans la poitrine, quoi. Et Pignal, il disait, c'est un accident, on s'est disputé, ça a mal tourné.
Et donc, on est repartis dardard tous les trois. Et dans la voiture, il répétait, c'est un accident, c'est un accident. Vous avez touché de l'argent de M. Pignal, n'est-ce pas? Ben oui, il m'a donné 100 000 francs. C'était pour que je me taise. C'est assez convaincant comme version. À un détail près. Madame Pignal a dit aux pompiers qu'ils étaient 2, pas 3. Et elle n'a pas parlé de son fils. Mais bon, elle était dans le coltard. Elle s'est peut-être trompée. Et dans ce cas-là, ça colle, comme scénario. Avec une question à résoudre et pas des moindres. Si Hugues tue sa mère tout seul, pourquoi est-ce qu'il a fait venir les 2 autres? Durant l'instruction, Patrick finit par concéder que c'est bien lui qui a présenté Jean-Claude à Hugues Pignal. Moi, je le répète. Je le répète, c'était pour un déménagement. Rien de plus. Et moi, le 31, j'y étais pas. J'y étais pas. Hugues et Jean-Claude, peut-être. Mais moi, j'y étais pas. Et va prouver qu'il y était. Hugues Pignal, lui, est dans le coup, c'est quasi sûr. Même s'il n'a rien avoué. Il est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat. Et les 2 autres, Patrick et Jean-Claude, seulement pour non-assistance à personne en danger. Ils restent tous les 3 libres jusqu'au procès. Mais avant le procès, il y a un dernier rebondissement. Un jour, Patrick va faire un tour de bateau avec sa femme sur le lac du Bourget. Et plouf, il tombe à l'eau. Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Pompier de Chambéry, j'écoute. Allô? Allô, je suis sur un bateau sur le lac du Bourget, pas loin d'Aix. Mon mari est tombé à l'eau. Je le retrouve plus. En plein mois de juillet, il serait donc tombé de son bateau. Et son corps est introuvable. On envoie un robot plongeur, rien. Quand son copain Jean-Claude apprend la nouvelle, il ne peut pas croire qu'il s'est noyé. Patrick. Mais il est champion de plongée, Patrick. La vérité, probablement, c'est qu'il fait croire qu'il est mort, pour éviter le procès. Le procès Pignal s'ouvre enfin le 27 mai 2002, soit presque 6 ans, après la mort d'Anne-Marie. Sur le banc des accusés, évidemment, ils ne sont que 2. Hugues Pignal et Jean-Claude. Puisque l'autre a disparu. Je ne m'attarde pas sur le procès. Mais je veux quand même m'arrêter sur l'expertise psychologique d'Hugues Pignal. Indubitablement, cet homme a été affecté par le fait qu'il était adopté et qu'il ne connaissait pas ses origines. Indubitablement. Et à la fin, peut-être parce que c'est un dossier sans preuve, Hugues Pignal encaisse une peine qui ressemble à une côte mal taillée. Il risquait 30 ans. Il prend 20 ans de réclusion criminelle seulement. Et Jean-Claude, lui, n'est condamné qu'à 1 an, car pas de preuve non plus. Pignal fait appel. Pour rien. Sa peine est confirmée, 20 ans. Mais en plus, il est frappé d'indignité. Il ne touchera pas l'héritage de sa mère. Hé, on te latte? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas voulu donner les noms, d'accord? Mais... Du coup, l'autre là, Patrick, il est peut-être quelque part sous les tropiques, les pieds en éventail. Hein. Ça serait peut-être bien pour notre sécurité qu'on sache comment il s'appelle. Hein. J'ai dit non. Et non, c'est non. Il n'a pas été condamné. Donc il est innocent. Et vous connaîtrez pas son nom. Allez, mon vieux, circulez, circulez. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre d'Anne-Marie Pignal en 1996 sur les bords du lac du Bourget, en Savoie, tuée par son fils adoptif, Hugues,
pour précipiter l'héritage, lequel a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Yannina Castelli. Vous étiez dans ce dossier l'avocate de la sœur de la victime, avocate donc de la partie civile. Alors, premier commentaire peut-être sur le verdict. 20 ans. 20 ans pour avoir tué sa mère d'un coup de couteau dans le cœur. Il s'en tire bien quand même. Comment votre cliente d'abord encaisse ça? Eh bien, ma cliente est à la fois soulagée et attristée. Soulagée parce que ça reste son neveu. Son neveu, donc, elle le chérit quand même, malgré tout. Donc, elle voulait que la mort de sa sœur soit, je dirais, sanctionnée par les décisions de justice, mais elle ne souhaitait pas qu'elle soit trop lourde, car elle avait de l'affection pour ce garçon. Donc, en fait, est-ce qu'on est un peu dans un scénario de Côte mal taillée qui consiste à dire, en gros, on est sûr qu'il est coupable, mais quand même, on n'est pas totalement sûr, donc on met 20 au lieu de 30. Mais c'est surtout, on est sûr qu'il est coupable, mais c'est plutôt le doute existait plutôt sur les circonstances. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était un accident? Comment les choses se sont passées lorsqu'il est allé voir sa mère? Est-ce qu'il pensait un seul instant la tuer? Moi, je pense que non. Je pense que vraiment, ça a été le coup de sang, le coup de folie, qui correspond d'ailleurs à sa personnalité, qui a fait que il était acculé parce qu'il fallait qu'il trouve absolument de l'argent. Il a dû se heurter à un refus de sa mère. Et le ton est immédiatement monté. Et sur un geste de colère, il a tué sa mère. C'est-à-dire que elle, pour être bien clair, maître Castelli, elle, selon vous, elle a le couteau à la main parce qu'elle sait qu'il vient lui chercher des noises et il le retourne contre sa mère. Voilà, de toute façon, elle avait peur de son fils. Et elle se doutait qu'il allait encore lui demander de l'argent et que ça serait encore un drame. Donc je pense qu'elle avait pris le couteau avec elle ou sur la table de la cuisine ou à côté d'elle, on ne sait pas exactement, mais je pense que le fils a vu le couteau et s'en est emparé avant la mère et il a tué sa mère. Allons au bout de la logique. Du coup, les deux autres, en dehors du fait qu'ils n'ont pas essayé de sauver cette femme qui était quand même encore vivante très longtemps après, ils étaient là pour déménager des meubles. Ah, tout à fait. Je pense qu'eux, ils sont allés là-bas en toute bonne foi. Ils ne s'attendaient pas du tout à cette scène-là. Alors ça, j'en suis absolument persuadé. Je pense que Pignal les a manipulés du début à la fin, parce que ce garçon avait du charme, avait de l'argent, il entretenait tout le monde. Donc tout le monde voulait lui rendre service, était à sa botte. C'est rare d'entendre une avocate de la partie civile tenir une position comme ça, mais c'est parce que votre cliente elle-même, finalement, garde de l'affection pour son neveu Hugues Pignal. Oui, tout le long, dès le début, elle pensait que c'était lui. Mais vous savez, dans certaines situations, on le pense, mais on veut penser qu'on se trompe. Et tout le temps de l'instruction, ça a été ça. Et jusqu'au bout, eh bien, sa sœur adorait ce fils, et elle aimait aussi ce fils. Donc, il a fait ce qu'il a fait, mais malgré tout, on ne peut pas rayer d'un coup de couteau, si je puis dire, toute l'affection qu'on lui a donnée pendant des années et des années. C'est pas possible. Parlez-nous de lui. Comment est-il sur le banc des accusés? Est-ce qu'il est antipathique? Est-ce qu'il est froid? On l'imagine froid, dédaigneux, sans affect, mais c'est peut-être du délire. Il est surtout arrogant. Moi, j'ai le souvenir donc que le premier procès se passait à Chambéry et il est arrivé à la cour d'assises libre. Il était libre. Oui. Et donc, il passait son temps entre midi et 2, pendant la pause. Il allait au restaurant. Il avait une cour autour de lui, à table. Il arrosait tout le monde. Et nous, à 14h, l'audience reprenait. On attendait. Et Hugues Pignal arrivait tel, je dirais, un prince, à 14h30. En retard. En retard, parce qu'il n'avait pas terminé son repas. Tout le procès, ça a été ça.
Donc, je pense supérieur et arrogant. Tout à fait. Tout lui était dû. Mhm. C'était lui le seigneur, c'était lui le maître, c'était le président n'existait plus, c'était lui qui dirigeait l'audience, qui faisait ce qu'il voulait. Alors le mobile, bon, celui qui se présente sous les yeux, c'est l'héritage. C'est anticiper ou précipiter l'héritage, même si quand même on a un doute, parce que la sœur explique qu'il y avait donc ce compte individu sur lequel il pouvait taper tout l'argent qu'il voulait. Oui, mais il fallait qu'il demande à sa mère. Oui. Elle en avait les fruits, donc bien sûr qu'il pouvait piocher dans le compte, mais avec l'autorisation de sa mère, d'où les problèmes. Parce que la mère voulait sauvegarder une partie du patrimoine pour les petits-enfants, voyant que son fils dilapidait tout. Donc il se heurtait à des refus. Donc il y a un mobile d'argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un deuxième mobile? Parce que l'expert psychologue ouvre quand même une piste intéressante, qui est celle de l'adoption. Et dit quelque chose qui ne se dit pas, mais qui est une pure réalité, c'est qu'être adopté, c'est ne pas savoir d'où vient sa vraie mère. Et ça peut être un vrai trauma. Je l'ai raconté plein de fois, moi. Mais de toute façon, je pense que ces dépenses, l'argent dont il avait besoin en permanence, n'était que la conséquence de son adoption ou du fait d'être un enfant adopté. Il avait besoin de ça pour se rassurer, pour être aimé, pour avoir de la considération, pour être quelqu'un, pour compenser tout ce qui lui avait manqué au départ. L'argent était un moyen pour faire oublier ses origines. C'était un moyen de provoquer sa mère pour essayer d'établir peut-être un contact qui n'avait jamais été entier. Alors, c'est très curieux parce que avec son père, il était très, très complice, très, très proche. Mais il est mort. Et sa mère, ils étaient assez distants, alors que on dit dans le dossier que Madame Pignal, lorsqu'elle a vu cet enfant, elle a eu le coup de foudre pour ce petit garçon et a dit « c'est lui mon fils, c'est lui que je veux adopter ». On lui avait dit « c'est un enfant difficile ». Elle a dit « ça ne fait rien, c'est mon enfant ». Donc il y a eu un vrai coup de foudre au départ. Oui. Et au fil du temps, ils se sont éloignés. C'est-à-dire que Pignal, en enfant adopté, avait toujours besoin d'amour, n'en avait été insatisfait. Et elle n'arrivait pas, elle n'a pas su combler tout ce monde d'affection. Ça, c'est certain. Et donc, votre cliente, la sœur de la victime, la sœur d'Anne-Marie Pignal, oui. Et elle est sur cette ligne-là. Elle comprend qu'à la base, c'est un problème d'adoption, j'ai envie de dire manqué, raté. Elle le comprend. Et elle sait que... Oui, elle l'a analysé, elle sait, et même, je pense que Madame Pignal, sa mère, je veux dire, le savait, l'avait compris. Mais c'était pas dans son éducation. Elle a adopté, elle avait déjà 40 ans. Je pense qu'il y a eu de la pudeur, il y a eu... Elle était peut-être pas très maternelle, dans le sens où elle donnait beaucoup, elle ne devait pas le câliner, le cajoler. Enfin, tous ces gestes-là qui lui ont manqué, je suis sûr. C'est très intéressant de parler avec vous, Maître Castelli. Une dernière question, peut-être. Patrick, qui pratique la plongée et qui se noie dans le lac du Bourget en plein été, vous y croyez? Alors là, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est tellement invraisemblable qu'on a du mal à penser que ça puisse être la réalité. Voilà, ce que je peux dire. C'est bien. C'est habilement formulé. Merci beaucoup, Maître Castelli, d'avoir réveillé ces vieux souvenirs. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.